Bonjour Connor, bonjour Julien. Je ne pouvais pas me loguer. On a encore une minute, on n'a pas encore commencé. J'ai quelques soucis avec les mots de passe, mais pas maintenant. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Beaucoup plus. Bonjour Julien, bonjour Connor. Donc on vous laisse les échanges de bonjour entre les uns et les autres et on va interpréter et traduire dès que ça commence. Donc les uns et les autres se présentent, on parle de la météo à Londres et dit-on à Bermude. Dès que ça commence, on va faire l'interprétation. Apparemment, les Bermudas ont donné des visas pour venir travailler sur place et plusieurs candidats se sont présentés même parmi les orateurs. On a beaucoup de contenu, il y a toujours des gens qui sont en train de se connecter. Je souhaite vous à tous la bienvenue sur cette série des webinaires sur les risques pandémie. Je suis Hannah Grant, chef du secrétariat de l'initiative pour l'accès à l'assurance A2II. La A2II, en collaboration avec l'Association internationale de contrôleurs d'assurance, organise régulièrement des webinaires pour que les contrôleurs puissent apprendre des experts techniques, mais aussi pour qu'on puisse parler les uns avec les autres. Aujourd'hui, c'est le deuxième parmi les trois conférences. On est dans un format public. On va parler un peu de la différence entre tous les participants pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des différentes nations. On a un appel la semaine dernière, on avait des représentants des African Risk Capacity, la Banque mondiale, Asian Capacity Bank et les Nations Unies ont envoyé des spécialistes des programmes. En parlant aussi des initiatives, il y a eu plusieurs efforts pour voir de quelle manière on va intégrer l'assurance et la collaboration privée-publique. Ce qui était important, c'est qu'on a eu plusieurs efforts à terme court, mais il y a les fonds de la Banque mondiale pour la pandémie, mais aucune autre initiative n'a impliqué les assurances. Il y a eu des soutiens budgétaires, des fonds publics, et on espère avoir plus d'intégration dans le futur, juste pour mentionner qu'il y a des messages et on aimerait que vous participez pour qu'on puisse mieux comprendre à la fois les clients et dessiner des produits qui puissent satisfaire les besoins. Et je crois que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe avec les petites, moyennes entreprises, mais aussi à savoir quels sont les risques de la pandémie et les différences de la protection vis-à-vis de la pandémie. Et je crois que ça fera la différence. Et il y a un rôle très important qui va être joué par les assurances pour mitiger les résultats de la pandémie, de quelle manière l'environnement régulateur va nous aider à avancer. Et finalement, le sujet d'aujourd'hui, c'est le risque des grandes catastrophes comme Covid-19 est trop grand pour le secteur privé ou pour le secteur public à porter tout seul. C'est la raison pourquoi il faut qu'on travaille tous ensemble pour trouver des solutions. La semaine dernière a été enregistrée et vous pouvez écouter sur notre site et aussi sur notre canal YouTube. Et si vous voulez, prenez le temps, je vous encourage d'aller écouter qu'est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a dit, on a discuté la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on va adresser les différents sujets. Et on aura aussi une troisième conférence la semaine prochaine sur les superviseurs et le rôle des superviseurs. Et aujourd'hui, on va parler de la risque et la collaboration publique-privée. Quelques points rapides de la manière dont on va organiser l'échange. Tout d'abord, sachez que ça va être enregistré. Vous serez tous mis avec un micro coupé pour ne pas déranger le flux sonore. Et à la fin, on a prévu 15 minutes pour des échanges questions-réponses. Et s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour nous soumettre vos questions pour pouvoir s'échanger. Il y a une traduction simultanée, une interprétation simultanée en espagnol et en français. On utilise Interprofy et vous pouvez l'accéder de deux manières différentes, soit avec une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone mobile ou vous pouvez écouter par l'intermédiaire de votre browser usuel. Vous pouvez voir sur les fonctions chat la manière dont vous pouvez vous connecter.
Avant donc d'avancer et donner la parole à Connor et lui souhaiter la bienvenue, j'aimerais très rapidement savoir qui est présent aujourd'hui et quel est l'équilibre entre le secteur privé et le secteur public. Et à la fin du séminaire, j'aimerais bien récupérer votre feedback. Donc, j'ai ma collègue Caroline qui va commencer. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette première questionnaire. Donc, s'il vous plaît, Caroline, vous avez la parole. Je suis en train d'ouvrir. On va faire maintenant les sondages. Peut-être ça suffit d'utiliser qu'une seule minute parce qu'on va pas avoir suffisamment de temps. On a un temps alloué très court. Peut-être on peut afficher les résultats. Et il y a beaucoup de suspense, on attend. Ça devrait s'afficher bientôt. Nous avons donc un équilibre entre les trois catégories. L'industrie, les régulateurs et les superviseurs. On a quelques personnes aussi d'autres catégories. La majorité, c'est des superviseurs. C'est ce que j'attendais aussi. Je crois que c'est très clair maintenant qui participe et c'est une belle représentation du secteur d'activité pour notre sujet d'aujourd'hui. On a si bien les secteurs privés que les secteurs publics. Donc maintenant, je vais donner le micro à Connor Donaldson de IAIS. Je lui passe la parole. Merci, Connor. Merci, Anna et AIS pour organiser cet événement aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas dans quel fuseau horaire vous vous trouvez et j'espère que vous, vos collègues et vos familles, vous êtes en bonne santé et c'est une période quand même très unique. Je fais quelques paroles introductives de l'Organisation internationale des superviseurs. Nous sommes tous conscients qu'il s'agit d'un événement et des conséquences économiques graves suite au Covid parce que les gouvernements ont essayé toujours d'enrayer l'évolution du Covid. Mais il n'y a pas de discrimination entre les populations avec des moyens ou sans moyens. Mais on voit que les effets sont plus élevés parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources à être confrontés à la réalité de la pandémie en fonction des ressources et des revenus. On a donc créé une plateforme pour échanger des avis et voir quelles sont les implications sur les affaires courantes dans le secteur des assurances. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus des effets et des conséquences dans les économies plus vulnérables ou les pays en voie de développement. Quelle est la couverture? Comment ça se passe dans les différents pays? Comment on peut avoir de nouvelles approches? Quels pourraient être les partenariats publics-privés? Et de quelle manière on peut réduire cette vide de protection? Parce que si nous, on ne fait pas d'action, il y aura plus de disparités entre les différents pays. Mais si on fait plus d'étapes, c'est une tâche difficile et complexe. Il y a plusieurs approches à voir comment les consommateurs, les politiques, les assurances peuvent travailler ensemble et trouver un équilibre. C'est la raison pourquoi la IAIS, avec toutes les initiatives, ont appelé tous les participants et tous les parties prenantes, les partenaires sociaux, pour s'échanger, s'aider mutuellement et chercher de nouvelles approches. Aujourd'hui, on aura l'opportunité d'écouter une série des orateurs très spécialisés, chacun dans son domaine, qui viennent des organisations ou du domaine public ou du domaine privé, et voir comment eux, ils se sont adaptés ou comment ils ont répondu à la crise. J'encourage les collègues qui participent aujourd'hui de faire un vrai échange d'avis et participer à la fin ou pendant avec des questions écrites sous le chat pour avoir un bon échange à la fin.
Je suis très content de la vitesse avec laquelle le secteur d'assurance a réagi et les superviseurs en général m'ont impressionné de la manière avec laquelle ils ont été capables à réagir vis-à-vis aux partenaires sociaux et aux différents défis qui se sont présentés pendant toute cette période. J'espère que dans le futur très proche, on aura l'opportunité de pouvoir voir aussi quels sont les changements positifs sur la communauté mondiale des superviseurs et des assurances et comment ils ont pu apprendre les uns des autres et trouver des manières à se retrouver plus proches. Je remercie tout le monde et du IAIS. C'est bien de vous avoir ici avec nous et Hannah, je vous repasse le micro. Merci Connor. J'ai maintenant envie de vous présenter les différents orateurs. On a un excellent mélange de personnes. Exue Yehan, qui est le secrétaire général du Forum pour le développement d'assurance, le FDI. C'est un partenariat public-privé qui vise à renforcer l'utilisation de l'assurance afin d'accroître la résistance aux catastrophes et de continuer à réaliser les programmes des Nations Unies pour 2030. Avant de joindre la FDI, monsieur était participer directement à la création de mise en œuvre de deux organisations et il est actif aussi dans la ARC et le CCRIF. On a aussi M. Miloche qui est conseiller de la GIZ, qui est responsable de la conceptualisation et la mise en œuvre des solutions d'assurance contre les risques climatiques en Inde, contribuant aussi au partenariat mondial Insure Resilience. Et il a travaillé aussi dans le groupe mondial Alliance. On a Enonzi, qui est le PDG de Rule P. Il a notamment présidé l'achat du plus grand programme de rétrocession et il a travaillé aussi sur les obligations pour le terrorisme et aussi des investigations importantes pour le partenariat avec le ministère de l'Intérieur qui concerne la réduction des risques. John Huff est président et directeur général de l'Association des assureurs et réassureurs de Bermude et il a plus que 45 ans d'expérience. Récemment, en 2016, il était président de NAIC et directeur du département des assurances du Missouri dans un poste qu'il occupe pendant 8 ans. Je crois que vous êtes tous d'accord, ce sont des grands spécialistes et ils vont nous donner des informations venant du secteur privé et qu'ils ont besoin du secteur public et comment on va pouvoir protéger davantage les assurés. Je vais introduire M. Ecochet, Madame Ecochet. Merci beaucoup tout le monde. Je dois dire que c'est un honneur pour moi de me trouver ici parmi vous et vous parler. Et aussi, ici, je suis venu pour apprendre des uns et des autres, parce que je crois que c'est quelque chose qu'on doit voir. C'est un sujet complexe, comment on va pouvoir exploiter toutes ces données, comment on peut utiliser les outils de l'art du métier et comment on pourra avancer. On m'a demandé donc à réfléchir sur certains sujets, donc je vais me concentrer sur le sujet du jour. Je crois que l'expérience du Covid-19 nous a démontré beaucoup de choses qu'on savait déjà. Et ça nous a permis de reconnaître le fait, comme dit Hannah, qu'il y a des problèmes de résilience et il y a de grandes différences entre la protection pour les uns et les autres. Et ça fait des décennies qu'on parle autour de ces sujets, mais on s'est rendu compte que finalement, c'est le moment de réaliser des solutions et des approches innovantes qui n'ont pas été présentes auparavant. Covid, donc, nous a démontré qu'on n'était pas préparé. Et il y a une urgence d'avancer et développer de nouvelles solutions. Nous avons vu des manques d'efficacité dans les réseaux de sécurité sociale ou de protection sociale. On s'est rendu compte que nos gouvernements, nos sociétés répondent à des risques qui vont apparemment être plus fréquents. On s'est rendu aussi compte que l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous pour le financement. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'efforts bilatéraux ou gouvernementaux, des ressources qui ont été mises en disponibilité à court terme. Mais la question se pose, où va-t-on trouver les moyens à moyen terme ou à long terme? Quels sont les systèmes dont on a besoin d'avoir disponibles dans nos pays, dans nos communautés,
qui nous permettront de financer d'une manière gérable et durable toutes ces réactions et évolutions. Et donc, c'est le bon moment d'y réfléchir comment on va avancer et de poser aussi des questions critiques. Pourquoi on n'a pas fait davantage? Pourquoi on n'était pas préparé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour dépasser les différentes barrières? Si on regarde ça du point de vue des assurances, je me rends compte que ce n'est pas une nouvelle problématique. C'est quelque chose que Swiss Ring en 2007 avait déjà publié, mais Julien peut-être va nous faire des rappels qu'on avait déjà parlé de la pandémie à l'époque, mais on n'était pas préparé ou la société n'était pas prête à discuter sur ce sujet-là. Mais 2020, c'est une époque où tout le monde semble être prêt et les situations et les cadres sociétal est tout à fait différent et la complexité est tout à fait différente. Donc, il faut voir de quelle manière on va voir. Mais l'impact de Covid, comme j'ai dit, c'est que les choses étaient graves. C'était les choses qui ont été confinées, qu'on a eu une réaction très sévère et on a eu des conséquences dans nos communautés. On a perdu du travail, on a perdu de l'emploi, on a perdu plein de choses. Et du coup, on se rend compte que tout cela, c'est une problématique avec des corrélations et des différents sujets. On peut aussi dire que c'est inattendu comme le terrorisme, mais quand même, ce n'est pas quelque chose qui est limité au secteur public ou au secteur privé. Il y a aussi une autre dimension. Avec la pandémie, il y aura tôt ou tard un vaccin. Oui, je suis optimiste. Mais la question qui va se poser, c'est comment va-t-on pouvoir les mettre à disponibilité à toutes les communautés? Et ça prendra combien de temps? Et quel accès aura toute la population au vaccin? Mais c'est quoi les priorités? C'est aussi les menaces qu'on a sur l'espace cybernétique ou sur les menaces de l'environnement. Tout ça, ce sont des questions. À quoi ça va ressembler tôt ou tard d'un point de vue financière? À quoi ça va ressembler pour le secteur des assurances? Ce sont des questions qu'on a tous pour se poser pour le secteur privé, le secteur public, et de quelle manière c'est autrement si vous vous trouvez dans un donateur. L'approche est différente forcément. Mais les sujets sont très complexes avec plusieurs branches et plusieurs conséquences. Mais la question qui va se poser, où est le rôle des assurances dans tout ça? C'est une question importante. Il a commencé en 2015 en réalité, parce qu'il y avait cette reconnaissance et les reconnaissances qu'on a eues. Nous savons que nous avons le groupe du développement durable, qui représente aussi des risques. Et ces risques sont de nouveau des risques que le secteur d'assurance peut avoir ou ne pas avoir. On a vu qu'ils ont été très actifs, ils ont interagi très vite et ils ont pris position très vite. Mais quand on a une urgence par rapport à aujourd'hui, par rapport à la solution, mais on se rend compte qu'ils pouvaient voir qu'on peut parler pendant ces différents sujets et on se rend compte. Donc l'EDF a été lancé lors de la COP 21 à Paris en tant que partenariat privé-public dans l'industrie avec la Banque mondiale et les Nations unies à Cuba. Ces institutions du secteur privé et public, la société civile, les institutions universitaires académiques traitent et prennent ces questions-là à bras-le-corps. Et nous avons donc identifié des zones particulièrement sur lesquelles travailler. Et au moins, dans tout ce qui est la modélisation quant aux risques, l'évaluation des risques, qui est directement liée sur la vision que nous avons sur la pandémie et ce que cela signifie pour nous. Donc, pour obtenir davantage d'informations sur cette politique, et cela doit être fait.
Il nous faut donc nous orienter sur la régulation, les différentes politiques en matière de régulation. Et si nous voyons l'industrie de l'assurance, cela signifie que nous devons rebooster nos régimes. Il nous faut nous orienter davantage donc, sur les exigences de nos clients, de nos consommateurs, et voir comment nous pouvons contribuer également à ce développement. Donc, c'est là où notre partenariat public-privé est particulièrement critique, puisque les besoins en matière d'assurance du secteur privé et secteur public font face à de nombreux défis. Donc, pour répondre à ces questions-là de manière spécifique, eh bien, il nous faut identifier quels sont les domaines dans lesquels orienter nos actions pour donc effectuer des progrès conséquents dans ces domaines. Notre orientation en matière de développement de solutions est particulièrement pertinente également. La façon dont nous abordons ces questions-là, au début de ma présentation, je vous disais que nous avons eu des discussions depuis déjà très longtemps. Il y a une véritable volonté, un besoin de poursuivre ces discussions pour trouver les solutions adéquates. Comment rassemblons-nous ces expertises nécessaires pour commencer à développer une première approche pertinente? Nous devons nous orienter sur le développement des solutions qui soient effectuées de façon plus inclusive dans différents groupes de travail et développer des solutions beaucoup plus adéquates. Concernant le Covid, nous pouvons voir les risques que nous faisons face. Cela exige davantage de collaboration entre les différents pays, développer une nouvelle évaluation de risques. Certains pays ont évoqué et travaillé sur différents types d'innovations. Cet espace est pour nous très actif et une opportunité justement de travailler et de pouvoir rassembler nos expériences réciproques sur le Covid et voir de quelle manière le fait d'être membre de notre institution, notre organisation, peut avoir une influence sur tout cela. Pour nous, cette coopération publique-privée, parce que nous devons travailler sur cette question-là et avec notre expérience sur l'évolution de cette pandémie, eh bien, tout ce dont nous avons parlé déjà depuis longtemps, nous ne sommes pas au début, nous ne sommes plus au début. Donc, il y a vraiment besoin de trouver vraiment les opportunités pour pouvoir répondre précisément et de manière adéquate à cette question du Covid. Donc voilà, je vais m'arrêter ici parce que je suis consciente qu'on n'a pas trop le temps et j'ai vraiment envie d'entendre nos collègues. Mais il est nécessaire d'avoir ce temps de réflexion. Et je lance vraiment un appel à une meilleure collaboration, un meilleur partenariat, peut-être entre des partenaires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble ou des partenaires différents désormais. Mais c'est vraiment dans cet état d'esprit, c'est vraiment ce que je souhaitais souligner dans mon intervention. Je vais donc céder la parole désormais à Connor et à vous autres. Merci, merci beaucoup, Eko Shui. Ça illustre parfaitement les discussions que nous allons avoir par la suite. Je pense que nous pouvons tout à fait travailler ensemble. Merci beaucoup d'avoir souligné cela. Dans le contexte des pays en matière de développement, je vais donc céder la parole à M. Miloche du GIZ, notre collègue de l'Inde. Je vais donc afficher la présentation ici à l'écran pour plus de fluidité. Très bien, merci Anna. Merci beaucoup de m'avoir cédé cette opportunité et de me céder la parole. J'aurai certainement l'opportunité de souhaiter la bienvenue donc à tous nos participants ici. Alors, pour les minutes suivantes, je vais parler. Tout d'abord, je voudrais vous montrer quels sont les problèmes auxquels nous faisons face et auxquels nous devons répondre. En deuxième point, je vous parlerai du rôle des différents acteurs, des différents partenaires. Quelque chose que je voudrais souligner tout d'abord, c'est que notre projet s'engage à contribuer à développer davantage de partenariats. Ce sont des principes en matière de
gestion du climat. Pour la diapo suivante, je souhaiterais donc pour que vous puissiez mieux comprendre les problèmes auxquels nous faisons face en matière donc, de catastrophes naturelles. Ici, on voit qu'il est très clair que nous avons différents types de catastrophes naturelles, des événements physiques. Je pense que les chiffres à gauche de la diapo parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est vraiment dramatique la façon par laquelle les personnes sont exposées à ces forts risques de catastrophes naturelles qui sont causés et tristement, énormément de personnes sont décédées du fait de ces causes naturelles au cours des 10 dernières années. Ce dont j'ai déjà parlé auparavant, c'est que cette situation sur le terrain, je vais vous le montrer par la diapo suivante, je dirais que en Inde, donc l'occupation de ces personnes-là, eh bien, sont des personnes tout à fait actives et qui ont des assurances disponibles auxquelles elles peuvent souscrire, mais si vous êtes une personne active, eh bien, vous êtes susceptible de recevoir des compensations du fait de votre assurance, mais la plupart des Indiens n'ont pas de certificat d'assurance. Dans l'autre groupe de personnes que nous considérons comme étant vulnérables, eh bien, sont les travailleurs, particulièrement dans le secteur de la construction ou même des micro-entrepreneurs. Et ce segment-là eh bien, fait partie de la microfinance, même en matière d'assurance. Donc ces personnes-là ne sont pas forcément qualifiées pour recevoir des prêts bancaires. Donc, que font ces gens-là lorsqu'ils font face à des catastrophes naturelles? Eh bien, généralement, ils ont leur propre revenus, ils envoient leurs enfants dans des écoles donc ils payent de leurs propres deniers. Ils essaient donc de protéger leur source de revenus, ce qui est souvent le revenu d'argent liquide. Donc, un point intéressant concernant la situation sur le terrain, c'est IFM, donc ces indicateurs de flux monétaires, donc, ont évolué au cours des 20 dernières années et ont drastiquement changé sur le terrain, puisque les gens font face à des événements naturels de plus en plus conséquents, mais aussi de plus en plus imprévisibles. Il y a énormément d'inondations et de sécheresse plus que par le passé. Donc les IFM ont été articulés également sur une protection assurance spécifique. Donc il s'agit d'injecter vraiment de nouveaux types d'innovations et de cibler finalement les classes de personnes qui sont bénéficiaires et présenter de nouveaux types de couverture d'assurance et au niveau domestique, au niveau des foyers et introduire également de nouvelles technologies pour améliorer l'accès à l'assurance. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. En matière donc, de bénéficiaires, comme je l'ai dit précédemment, nos solutions ont été conçues pour donc, couvrir, comme je l'ai dit, couvrir une protection qui soit réaliste. Le fait que les catastrophes naturelles sont très diverses, il y a
quatre profils en matière d'assurance. Tout d'abord, la sécheresse, les cyclones, les inondations et les tremblements de terre. En matière de couverture d'assurance, nous ne proposons pas une protection complète, mais plutôt une protection qui fournisse un maximum de protection sur euh, trois prêts mensuels qui soient présentés dans le portefeuille d'assurance auprès des IFM. En matière de solutions, elles peuvent donc utiliser les solutions dans différentes stations, en particulier les solutions proposées par suivi satellite grâce au centre allemand aérospatial. Il y a 4 régions identifiées dans lesquelles nous souhaitons implanter ce projet en fonction de la nécessité de répondre aux catastrophes naturelles auxquelles font face. Il s'agit d'optimiser la réponse et le produit, le modèle, donc avant de rentrer dans la phase de mise en œuvre. Nous avons développé des campagnes de prise de conscience pour améliorer finalement le rapport à l'assurance des clients dans des IFM. Et je vois tous les acteurs qui participent à ces questions-là. Ici, vous pouvez voir, jusqu'ici, on peut voir que c'est un exercice particulier où on voit que la société travaille sur les IFM, sur les entreprises également comme Swiss Re et le GZ et Chola MS. Différents fournisseurs de services d'assurance proposent des réponses. Je pense que l'importance du message ici à la fin de ma présentation est de commencer à inclure le secteur privé afin de pouvoir répondre aux intérêts, puisque pour vraiment limiter ces lacunes en matière de protection, il faut intégrer les solutions avec des schémas gouvernementaux conséquents. Donc, il y a un grand intérêt des entités à vraiment se lancer dans ce domaine-là. Nous sommes tout à fait confiants que dans les prochains mois, 2 prochains mois après, après que le Covid soit sous contrôle, eh bien, les choses puissent aller davantage de l'avant. Merci beaucoup. Merci, Oliver. C'est un parfait exemple de quelle manière le secteur privé peut s'impliquer, peut venir en aide au secteur public. Et cela nous montre également les différents partenaires impliqués et réunir les différentes coalitions afin d'obtenir tous les résultats escomptés. Aujourd'hui, ces questions liées au Covid-19. Je vais céder la parole aux experts afin d'avoir un dialogue avec John Huff et Ekushwe Ham également et nos différents experts. Concernant cette pandémie actuelle, l'assurance joue un rôle en matière de récupération et c'est vraiment ce que nous recherchons à répondre dans ce secteur, dans ce contexte de crise. Donc, John, je vous cède travaille dans le secteur de l'assurance et leader dans la gestion des catastrophes. Au niveau de la pandémie, c'est un petit peu différent. De quelle manière vos membres peuvent faire face à ces conséquences, donc liées directement au Covid-19. Alors, laissez-moi tout d'abord vous remercier de m'avoir donné cet accès à cette plateforme aujourd'hui. Je pense que c'est une question principale aujourd'hui et l'une des questions pour lesquelles nous sommes ici réunis. Et on voit des clusters au niveau climatique, au niveau informatique. Je vais souligner un point concernant le premier sondage. Les représentants gouvernementaux
quelquefois c'est un petit peu confus de savoir qui sont les régulateurs en la matière. Donc, ce que je demanderai à la fin, c'est de savoir de faire en sorte que les contrôleurs d'assurance soient davantage impliqués dans la conception des différentes politiques à mettre en œuvre. Tout d'abord, nous avons en représentant 35% des membres, 35% des marchés des assurances PNC. Nous sommes très actifs dans le développement des formes de développement d'assurance et dans les différents flux de travail. Ce à quoi nous faisons face, eh bien, dans l'existence du Covid-19, eh bien, ce webinaire, en cherchant tout type de pertes, puisque nous réassurons principalement, nous cherchons à mettre en place des couvertures d'assurance symétriques. Nous constatons le manque d'assurance en réassurance au niveau des contrats. Donc c'est très important de considérer cet aspect-là. Dans certaines réserves, vous avez vu hier la réassurance mondiale à hauteur sur l'ensemble de l'année 2020 à inclut peut-être 2,5 millions pour les entreprises. La perception de la part du public, c'est que les assurances ne payent pas ou ne soutiennent pas leurs clients. Ça a été un grand travail que d'évaluer toutes les questions liées au Covid en matière d'assurance. Donc, ce que fait l'industrie, eh c'est de reconnaître il existe bel et bien une meilleure manière de répondre aux questions liées à cette pandémie. Merci, George. Je suis tout à fait d'accord. C'est que la réputation de l'industrie ne reflète pas du tout le travail qui est effectué. Si on prend n'importe quel journal, eh bien, malheureusement, il n'y a aucun article pertinent à ce niveau-là. Je pense que ça représente environ entre 40 et 107 milliards de dollars impliqués. Donc, c'est un montant tout à fait considérable. Julien, je vous cède la parole désormais. Vous êtes familier avec notre plateforme, donc si vous regardez la pandémie actuelle, que vous avez des produits propres à la pandémie, justement, pour faire face à cette crise? Attendu. Attendu, et j'aimerais vous remercier de pouvoir participer aujourd'hui. Je veux vous donner un peu des informations sur Pool.ri et quelques commentaires que j'ai lus par rapport aux questions qui sont écrites. Pool.ri, comme vous voyez aujourd'hui, c'est une réponse à une incapacité au marché de gérer un événement suite à sa taille. Et c'est pour ça que les assurances et les réassurances avec Ré donnent la couverture dans notre cas de figure dans notre secteur, comme ça a été fait dans le secteur du terrorisme. Là, c'est la première parallèle. Mais je crois qu'il faut toujours faire la distinction. Quand vous faites un partenariat public-privé, et Pool.ri, c'est un partenariat privé-public, c'est une société de réassurance avec une petite ou très grande différence par rapport aux toutes autres sociétés de réassurance, c'est que quand les montants disponibles n'existent pas, ils ont une capacité de crédit revolving avec le gouvernement. C'est-à-dire que le crédit peut financer et honorer les contrats, ce n'est pas un contrat d'assurance. On serait obligé de rembourser au gouvernement. Ce qui a fait finalement le gouvernement, c'est un mécanisme de redistribution très rapide et pour acquérir les primes que nous, on a distribuées. C'est là où beaucoup de sujets de politique sont liés. Si un produit est en corrélation directe avec les risques ou pas, ce sont plein de questions qui sont liées. Mais le point, c'est très grand différence entre la catastrophe avec laquelle on pourrait être confronté, qui est une perte systémique.
c'est quelque chose qui ne peut pas être payé. Donc c'est un des points différents, éléments clés que j'aurais distingué. C'est une question existentielle d'une catastrophe et les autres risques qu'on est confrontés au jour du jour. Maintenant, c'est l'incapacité de gérer ces sujets. Il y a 17 événements au bout de 25 années et un quart des millions de livres sterling nous ont appris qu'on peut créer des nouveaux modèles, on peut s'améliorer et aujourd'hui on peut faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a 25 ans. Et les modèles et les impacts ont des conséquences différentes. On ne savait pas comment les faire. À l'époque, il y avait des simulations sur la base de 2 dimensions. Aujourd'hui, on a des calculs à 3 dimensions. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas faire des calculs de à quelle fréquence les événements vont avoir lieu. Et avec le Covid, c'est tout à fait ça. Est-ce que on a payé sur le Covid? Non, parce que nous sommes une société de réassurance pour le terrorisme. Mais si ça aurait été un produit fabriqué par les hommes et il aurait été utilisé par des terroristes, on aurait dû payer des assurances. Et c'est sûrement quelque chose que nous, on a observé. Est-ce que c'était quelque chose qui était utilisé par des terroristes ou pas? On a fait toute une analyse pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre sur les probabilités des terrorismes microbiologiques ou radiologiques. Parce qu'il y a eu un événement radiologique il y a quelques années, radioactif, si vous voulez autrement dit. Et maintenant, on apprend tous les jours, on apprend de nouveau. Et parmi les autres sujets pour lesquels j'aimerais parler et faire des commentaires sur les observations faites par mes collègues. Mais je crois que ça c'est mieux d'attendre plus tard. Oui, ça fait très peur. L'idée d'un terrorisme biologique, surtout sous le cadre du Covid, et je crois que c'est là où il faut y penser sur les impacts de la catastrophe suivante et quelles pourront être les réponses. Mais maintenant, je voudrais savoir quelles sont vos idées, qu'est-ce qui pourrait être appliqué si on sait comment on a géré le terrorisme dans le parti. Donc, pour Covid-19, la seule assurance était la Banque mondiale qui avait une assurance. Et c'était cité beaucoup les derniers jours, c'était critiqué beaucoup dans la presse. Et on se posait la question, est-ce qu'on avait besoin d'une telle assurance ou est-ce que c'était plus efficace de tout simplement distribuer du capital après un événement? Si on parle du sujet, on a des bonds de la pandémie, est-ce que ça paye? Et on a annoncé aussi que ça va être discontinué, ça va être arrêté. On va voir, vous avez lu la presse sans doute comme moi, je voudrais savoir quelle est la réaction des orateurs là-dessus et si vous savez s'il y a d'autres projets ou collaborations entre privé et public. On va commencer peut-être avec Ekushey. Merci Hannah. Je ne connais pas les détails du programme. Je connais que ça existe, j'aimerais être clair là-dessus, mais je crois que pour avoir un peu d'informations que j'ai reçues, ce qu'on voit, c'est surtout, on a besoin de mieux comprendre la structuration de ce type de produits, de ce type d'outils qu'on voit apparaître. Et je crois aussi que dans ce processus-là, on pourrait avoir une plus grande prise de conscience. C'est une question aussi de formation, d'éducation dans les termes généraux. Et c'est-à-dire de quelle manière le public perçoit l'assurance. Et surtout dans ce programme particulier, il y a plusieurs couches, et plusieurs strates, et qui va couvrir quel type de risque. Ce sont des produits superposés. Ce que j'essaie de dire, c'est que si on a des modèles intéressants de la manière comment les gouvernements, les institutions peuvent structurer des solutions, mais il y a toujours des termes et des conditions qui sont liés. Donc, il y a un élément d'éducation qui est lié pour pouvoir comprendre comment on va utiliser ces produits. Et au-delà, je crois que ça veut dire aussi comprendre la terminologie qui est liée avec ce processus. Finalement, avec Covid-19,
j'aurais dit, je ne connais pas suffisamment ce programme. Je sais que ça existe, c'est tout. Merci. John, tu aurais d'autres commentaires? Oui, très brièvement. Je dirais, même si je ne suis pas spécialisé, qu'il y avait beaucoup de questions sur l'élément déclencheur et sur les différentes étapes. Et il y avait aussi la question de la liquidité des éléments, de l'encaissement rapide. Donc, si on attend qu'il y a des chiffres comme un nombre de pays, un nombre de décès, et c'est très frustrant pour les personnes participantes de ne pas savoir exactement, il n'y aura pas un déclenchement des paiements si on n'a pas atteint un certain seuil. Donc, voilà ce que je voulais dire. Oui, je comprends et tous ces outils-là, et comme Pouleret aussi a fait des commentaires, c'est très utile. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je ne veux pas critiquer les produits de la Banque mondiale. C'était 300 millions, je crois. Ce n'est qu'une goutte dans l'océan par rapport à la problématique d'aujourd'hui. L'apprentissage qu'ils ne vont pas aller offrir de nouveau ce produit, c'est qu'il y a toute une série de problèmes. Le moindre serait qu'il est quand même la plus grande compagnie de réassurance. Mais si tu vas convaincre les gens d'acheter un produit d'assurance pour couvrir une future pandémie, ça va être très dur. Et ils vont dire, mais pourquoi veux-tu que j'achète un produit privé si le gouvernement va me subventionner ou si le gouvernement va m'aider ou soutenir? Donc, on a arrêté, suite à un événement, d'offrir un produit. On se pose la question, il faut travailler et voir de quelle manière on va offrir ce produit. Et je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui on peut vendre un produit pour la pandémie, pour cybercriminalité, pour changement climatique, pour Covid ou autre, ou si ça ne sera pas mieux de voir la structure en général, tu as un produit d'assurance dans les cas où tu ne peux pas continuer à faire tes activités et tu es dédommagé. Donc ce sont deux sujets séparés finalement. Ou est-ce qu'on va faire une superstructure? C'est une question de la manière avec laquelle l'industrie va réagir. Et il y a tellement de commentaires différents et contradictoires. Merci, c'est très intéressant tout ça. Communication, clarté, la manière avec laquelle on va réagir, et c'est sûr que ça c'est une question qui est liée avec les malentendus de la presse. Maintenant, on va partir à la deuxième partie de notre discussion, comment on va créer le futur. Mais Julien, je vais commencer avec vous maintenant. Est-ce que nous avons des initiatives qui pouvaient aider la résilience contre des pandémies futures? Et qu'est-ce qu'il faut préparer pour le secteur privé, comme Pouleret, pour pouvoir offrir du soutien pour des futures pandémies? Wow! Si vous prenez les nations, je vais m'arrêter uniquement au Royaume-Uni. Parce qu'aux États-Unis, c'est différent, ailleurs, c'est différent, il y a plein d'initiatives au niveau européen, mais on va se concentrer uniquement sur le Royaume-Uni. Les assureurs, je crois, ils se rendent compte que pour faire sens, il faut apporter quelque chose pour proposer comment on peut gérer la gestion des désastres, des catastrophes. Une assurance pourrait être une solution. Ça pourrait tout simplement être une autre structure, comme on a le terrorisme, une structure pour la pandémie. Et nous sommes de l'avis qu'il faut être un partenariat privé-public pour réduire les risques du gouvernement et que nous avons besoin de trouver une manière comme le secteur privé va y participer. On a parlé de coalitions
des intéressés. C'est-à-dire que les assureurs doivent avoir une participation, c'est-à-dire que les réassureurs doivent y participer, les marchés du capital et tous les organismes doivent y participer et il peut en avoir une vingtaine de modèles. Mais combien peut-on collecter de l'argent pour accumuler suffisamment d'argent sur les différentes strates, supposons qu'il y a la même chose qui arrive d'ici 20 ans. Parce que ce n'est pas raisonnable pour les citoyens moyens de comprendre comment on va réduire, on va amortir les conséquences. Est-ce qu'il s'agit d'avoir un vaccin? Est-ce qu'il y aura un médicament? Est-ce que votre société sera obligée de s'adapter et fonctionner autrement? Est-ce que vous pourrez avoir accès à vos locaux? Tout ça, ce sont des questions ouvertes et il faut les prendre tous en considération. Il y a toute une série d'initiatives comme Pandemic Re et d'initiatives comme Lloyd's, également par des Black Swan, Totesry aussi, et Poolery aussi, on y réfléchit, comme une plateforme qui pourrait avoir plus d'applications que le terrorisme. Les modèles marchent bien, on a payé et on a dédommagé des pertes qu'on n'a jamais reportées au gouvernement. Au-delà du terrorisme et au-delà de la pandémie, on peut parler aussi des risques systémiques, peu importe lesquels seront dans le futur. Ça peut être cybernétique, il y a beaucoup de dangers là-dehors. Il y a une dame qui a parlé aussi du climat. Tout ça, ce sont des risques systémiques. Ce n'est pas forcément des catastrophes. Et il faut quand même les traiter différemment. C'est mon avis. Merci, John. Ça fait plaisir de voir qu'il y a plusieurs approches. Il y a vraiment beaucoup d'approches, initiatives en cours. Julien a mentionné quelques-uns au Royaume-Uni et en Europe, il y en a aussi. On a fait récemment un webinaire et on a parlé du travail de résilience et les perspectives par rapport à la pandémie et les différentes variétés d'évolution. Je crois que c'est un dialogue très enrichissant. Mais au Bermuda, nous sommes un peu des autres, dans 150 pays, dans toutes les juridictions, on vient en tant que visiteur, on donne notre opinion quand on nous demande, mais le travail est très différent et je crois que le travail de IAIS est un travail fondamental car il nous permettra de voir quels sont les principes et les valeurs de base qui nous permettront de travailler d'une manière plus coordonnée tout en respectant les différentes juridictions et les différents besoins. Je crois que le secteur privé des assurances pourrait nous amener à voir des mariages et des partenariats privés-publics. Maintenant, est-ce que c'est la solution la plus appropriée? Parce qu'aujourd'hui, la capacité dans le secteur privé n'existait pas. Et c'est une question de corrélation des risques et combien de ces catastrophes naturelles peuvent être couverts. On sait que plusieurs milliards de dollars ont été payés ces dernières années qui nous ont permis 9 milliards au Japon, par exemple. Et tout ça, c'est corrélé et on se pose la question de la diversification. Mais la pandémie actuelle, elle n'a pas cette dimension-là. Et il y a tellement de juridictions qui sont impliquées. Une chose maintenant qui est très importante à faire, c'est comme on a vu qu'il y a des conséquences très importantes sur les marchés financiers, le deuxième semestre, c'est aussi la question des dettes. Un élément clé, pour savoir que c'est un bon moment de collecter du capital pour avoir plus de résilience. C'est une question à poser.
il y a beaucoup de questions qui nous arrivent maintenant par l'intermédiaire des American Casualty Association. Il travaille sur un produit de Business Continuity Product. C'est un produit pour permettre aux sociétés de continuer à travailler. Steve, ça marche, c'est parfait. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je vais être très bref, mais c'est une conversation fascinante parce que ce que je me rends compte, que dans les différentes associations, il y a des sujets qui sont communs. Le risque pandémique ne peut pas être assuré. Je crois que tout le monde pourrait se mettre d'accord là-dessus. Nos conclusions, par conséquence, sont qu'on va voir quels sont les risques pandémiques dans le futur. Ce sont des solutions au niveau national qui sont offertes aux différentes sociétés et on aura besoin du soutien national des gouvernements pour chaque pays différemment. Nous ne croyons pas qu'on peut comparer les risques pandémiques aux risques terroristes. Donc, on a proposé un programme DCPC pour continuer à travailler à un programme de continuité des affaires qui est destiné pour permettre aux sociétés de continuer à agir, d'avoir une protection jusqu'à 80% des pertes pendant une période qui peut aller jusqu'à 3 mois. Et il y a un déclencheur qui peut être un décret qui arrête le fonctionnement de certaines sociétés, par exemple. Et finalement, on arrive d'avoir un système de paiement pour pouvoir avoir des paiements très rapides. Merci beaucoup, Hannah, de nous avoir donné le micro et merci à tous les orateurs. Merci d'avoir fait cet exemple. Ça fait plaisir de lire et savoir qu'il y a au niveau mondial. Donc maintenant, je vais voir sur les questions du chat. J'ai une question de Paulerie de Malaisie. Est-ce que vous allez couvrir la cybersécurité? Est-ce que le mandat va devenir une réassurance des pandémies aussi? Et quelles seront les conséquences pour les cotisations et les frais d'assurance si ça devient un risque pandémique? Merci. Bien sûr, cela fait l'objet de débats. Lorsque nous essayons de couvrir également des événements terroristes sur les sites particuliers, et forcément le point le plus délicat, le plus résilient, puisque la plupart de ces arrangements dans le monde impliquent des dommages physiques. Nous ne voyons pas dans le monde des dommages physiques dans d'autres points. Donc, pour couvrir les risques non physiques, c'est une autre question. Disons que c'est en débat actuellement. Comme je l'ai dit précédemment, ces solutions propres à la pandémie peuvent être les mêmes qui sont appliquées pour les questions terroristes, même si ce sont des modèles différents. Les modèles, par exemple, pour les événements terroristes sont beaucoup plus appropriés pour la pandémie. C'est un débat, disons, au sein de l'industrie. La moitié des présenteurs interrogés disent voilà, ça pour nous c'est trop gros, trop fort. Et l'autre partie dit non, il faut vraiment faire très attention, c'est très délicat, puisqu'il y a également des cyberattaques systémiques qui reviennent après par effet miroir auprès des gouvernements. Donc je pense que le débat a lieu à l'échelle du monde, et les questions deviennent est-ce qu'on peut ou non refléter tout cela sur un prix approprié.
mais on peut uniquement savoir quel est le prix réel après que l'événement est survenu. Donc, il nous faut continuer à modifier les compétences et les schémas pour comprendre les risques. Il y a 20 ans, le risque était, de terroriste était de zéro. Aujourd'hui, la compréhension quant au risque terroriste est de zéro. Aujourd'hui, on comprend très très bien ce qu'est un risque terroriste, mais on peut toujours avoir une compréhension limitée tant que ne survient pas l'événement pour que nous puissions y travailler dessus. Et c'est toujours les contribuables finalement qui sont le maillon pour nous permettre de travailler sur ces questions-là. Alors, concernant le commentaire de Juliane, je vois tout ce qu'elle fait, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tout le monde veut prendre l'initiative et euh, prendre les actions unilatéralement. Mais pour être honnête, je pense qu'il y a énormément de domaines qui sont déjà compromis, une certaine caractéristique. Est-ce que ici l'interprète, est-ce que nous, le son est particulièrement mauvais? C'est très délicat d'interpréter. Qu'il s'agisse de questions volontaires ou obligatoires, nous cherchons à ce que les coûts des programmes soient pris en charge financièrement. Et je serais ravi de voir que tout cela survienne bel et bien sur ce marché actuellement. Juste un autre point soulevé par John sur votre question précédente concernant la résilience, des informations sur que nous comprenons quant à l'industrie de l'assurance et qu'il nous faut penser à l'assurance dans qu'institution et les capacités existantes en sens ça. Pour être honnête, les politiques publiques et les discussions qui sont établies avec les gouvernements concernant la compréhension de ces risques et les options disponibles pourraient répondre ou non, mais je pense que ce dont vous avez parlé précédemment sur la valeur au sein de l'industrie, ce que nous vraiment posons sur la table littéralement, c'est que le modèle de risque est un point critique, mais son extension, sa projection va bien au-delà de son thème principal. Cela fait tout à fait sens aux discussions que nous avons eues quant à l'importance de l'industrie et de la modélisation de l'industrie. On pourra continuer à parler de ces questions-là et des questions de transfert également. Ça pourrait être utile, en effet, mais nous avons des projets, par exemple, au Pérou, où nous travaillons avec des associations, avec le ministère des Finances également, et le ministère de l'Éducation, pour voir les structures de couverture pour les écoles publiques. On ne regarde pas le risque financier, mais le gouvernement essaie de travailler à l'élaboration d'un code d'assurance pour justement pallier aux problèmes lors du dommage d'infrastructure. Donc c'est un point critique si on le voit depuis donc l'optique de l'industrie et qu'est-ce qu'a fait l'industrie jusqu'à présent, mais comment pouvons-nous l'appliquer également aux politiques publiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Très bien, donc j'ai une question maintenant pour notre contrôleur marocain. C'est un risque appréciable de la part des financements du gouvernement. Comment est-ce que le partenariat public-privé peut mettre en œuvre et pallier à ce genre de risque? Alors c'est pour raisonner au partenariat public-privé en matière d'assurance. Qui veut répondre à cette question? Donc très bien, donc je vais répondre moi. John, ça t'aide, n'est-ce pas, que je réponds à cette question? Alors, je pense que l'une des choses intéressantes concernant le partenariat public-privé, c'est qu'on voit qu'on peut travailler dans différentes optiques. Et l'un des défis qui se présentent, c'est qu'on peut penser que 50 ou 60 actes terroristes qui peuvent arriver, eh bien, certains sont tout à fait similaires.
Donc, je suppose que les gouvernements nationaux cherchent à répondre à la pandémie et avec ce qu'ils ont déjà sous la main. On voit certains États, le Congrès prend le rôle pour changer le paradigme concernant les nouvelles priorités à aborder. En France, on voit des solutions en matière de réassurance qui sont élaborées, en Espagne également. J'ai déjà dit qu'au Royaume-Uni, c'est le cas également. Ce que l'on peut voir en matière de partenariat public-privé, c'est comment on se projette dans l'avenir en influençant les comportements des personnes qui bénéficient, disons, concevoir cette résilience, ces situations physiques, comment on peut concevoir cette résilience face à une situation de pandémie. Comment est-ce qu'on injecte l'argent pour avoir une réponse aux impacts de façon plus rapide? Donc, toutes ces questions-là que nous devons développer. John a souligné le fait que désormais, les gens achètent un produit et pensent que c'est le gouvernement qui va les garantir. Et lorsque c'est un produit qui a une réponse dans le cas d'un événement spécifique qui a influence sur la réputation de l'industrie. Je pense qu'un autre point, comme cela a été dit précédemment, je pense que depuis 2007, si vous regardez les registres du gouvernement britannique, le principal produit du gouvernement britannique concernait la pandémie, justement. Et on voit vraiment à quelle manière la demande pour ce produit était limitée, puisque on ne peut pas anticiper une pandémie. Je suis sûr que personne n'a acheté de produits d'assurance concernant la pandémie. Donc, tout ces faits que cette personne des États-Unis nous a dit, c'est que on n'a jamais un montant en capital suffisant pour y faire face, mais on peut en tout cas développer une expertise en la matière en analysant les comportements qui permettront précisément de concevoir un produit plus approprié. Sur la question de la réputation, je pense que c'est important d'y revenir. En matière d'argent payé remboursé, c'est l'industrie la plus importante. C'est bel et bien une question de réputation, de confiance vis-à-vis de l'industrie. Le plan de PCA de proposer moins de risques financiers pour l'industrie financière, l'industrie de l'assurance, l'industrie financière. C'était beaucoup plus délicat à traiter pour l'industrie de l'assurance, mais les discussions concernent bel et bien les réputations de l'assurance. Il y a bien des façons d'aborder les questions de réassurance et de protection, de garantir la participation et la protection du gouvernement disponible dans les différents dialogues que nous établissons. Coach Choi, s'il vous plaît, oui. Je vais juste répondre à la question du partenariat public-privé. Quel type de participation, de partenariat doit être mis en œuvre? Je pense que nous avons la solution. Si nous avions la solution, nous serions tous dans différents espaces. C'est précisément la question importante ici, c'est que cela va exiger plus d'un seul individu, puisque chaque pays fait face à sa communauté, à ses institutions, avec différents designs en matière d'assurance à ce niveau-là. L'impact est différent également, donc les conversations peuvent nous permettre de mieux comprendre cela, mais il faut comprendre aussi quelles sont les expériences que nous avons et dont nous bénéficions. Et cela nous permet précisément de voir quelles sont les innovations nécessaires. Je pense qu'il nous faut être ouverts
sur ces questions-là si nous allons chercher dans différents endroits pour voir ce qui est le plus approprié pour tel ou tel pays, etc. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de le souligner. Merci, Kochia, je suis d'accord pour ce dialogue de plateforme partenaire public-privé. Nous avons discuté des différents modèles qui peuvent être les meilleurs à être appliqués pour faire face à ce contexte de pandémie. Le risque pandémique fourni dans les plateformes de discussion partenaires public-privé, il y a énormément de conversations sur ce thème-là. Par exemple, on sait que ça va faire partie. Il faut voir quel est finalement le paysage, quelles sont les innovations nécessaires pour contribuer de façon significative. Il y a différentes initiatives également qui ont émergé sur ces questions-là. Donc, la question de la pandémie, eh bien, nous la considérons, elle est dans notre radar, mais il nous faut également conserver un regard sur ce qui peut nous avoir un impact considérable. Parce que l'apprentissage est une partie essentielle dans tout ce processus. Juste pour avoir vraiment une question, une considération de la complexité du thème. Voilà, c'est juste ma phrase de conclusion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puisque le temps nous manque, je vais juste demander à la dernière question, et c'est vraiment aligné sur le fait que nous avons différents experts en assurance aujourd'hui. Nous avons différents contrôleurs d'assurance concernant la question concernant le rôle justement de ces contrôleurs d'assurance en matière de protection. Donc, je cède la parole aux membres de notre panel. Donc, que pensez-vous que les contrôleurs d'assurance peuvent effectuer pour créer un meilleur environnement, un environnement plus favorable ou réponse plus appropriée vis-à-vis de la pandémie? Merci, merci à nouveau d'avoir pu me permettre de participer. Depuis le 11 septembre, notre commission de régulation, il y a ici l'interprète, il y a beaucoup d'échos lorsque ce monsieur prend la parole, c'est assez délicat d'interpréter. Je vais faire de mon mieux. Les contrôleurs peuvent se féliciter vraiment de tout le travail qu'ils ont effectué. On ne parle pas aujourd'hui non. Je veux souligner que les régulateurs et contrôleurs dans leur juridiction peuvent aborder différentes questions critiques, mais plus ces programmes peuvent avoir une influence sur les différents marchés, les marchés internationaux, les marchés locaux également. Donc ces programmes sont tous différents, mais peuvent considérer différents problèmes. Mais ici, je pense qu'il faut penser global au niveau local. Merci, John. Y a-t-il des suggestions pour les contrôleurs d'assurance? Je pense que pour nous, je parle pour notre point de vue ici au Royaume-Uni, je pense qu'il y a des difficultés. Les difficultés vont résider dans la persuasion, réussir à persuader les gens bien de souscrire à différents produits. L'une des questions qui était introduite il y a quelques années, nous devons voir si nous pouvons finalement rassembler tous ces produits et les rendre compatibles entre eux. Et les assureurs ont expliqué très clairement ce que font chacun de ces produits. C'est une des grandes leçons d'apprentissage que nous avons retirées
comme John l'a dit plus tôt, est-ce qu'on privilégie l'achat ou l'offre finalement en tant que produit d'assurance, ou est-ce qu'il nous faut être capable de dire, voilà, nous proposons un produit et vous choisissez ou non d'y souscrire, parce que sinon, nous sommes dans une situation actuelle au Royaume-Uni où aucun produit n'est obligatoire, mais la compensation, évidemment, on peut s'attendre à ce que la compensation soit désormais considérée comme un droit suite aux problèmes générés par la Covid. Quant à ce partenariat public-privé, la disponibilité, effectivement, des produits et l'intervention du gouvernement garantit, c'est bien ce qui va permettre de voir de quel point les produits d'assurance sont reflétés dans la prise de décision et peuvent influencer finalement des comportements pour limiter les risques. Merci. Donc, je vous souhaite je partage le point de vue de Julian et John, de vraiment analyser ces brèches, ces lacunes en matière de protection. Alors, c'est un grand défi, effectivement, concernant les contrôleurs et les régulateurs en matière d'assurance. C'est dans cet environnement où de nombreuses communautés, de nombreux gouvernements souffrent à l'heure actuelle. Donc, il y a vraiment une question psychologique d'aborder l'avenir de l'assurance en matière de sécurité et de l'accès à la couverture d'assurance pour être beaucoup plus résilient. Donc, ce sont des questions très vastes, comme John l'a souligné, mais également dans ce contexte, nous voyons énormément d'innovations en matière d'assurance aujourd'hui, du fait de l'évolution technologique. Mais il faut vraiment être efficace dans ces discussions. Donc, il faut vraiment avoir conscience des développements effectués et quelles sont les implications qui peuvent être impliquées. Peut-être que l'offre également en matière de partenaires dans la création de plateformes par le biais de la ES pour créer un partenariat mondial entre les différents pays, juste pour élargir ces questions et développer davantage notre avenir dans le monde de l'assurance. Donc je pense que les défis sont exigés, de répondre à ces défis. Les gens nous demandent de répondre à ces défis. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup, Écouché. Il y a beaucoup de réponses à aborder. Merci à vous tous pour votre contribution, Julian et John. Merci au public d'avoir participé via le chat. Je suis désolé de ne pas pu avoir